Bonsoir, je vous remercie de m'avoir invité. Je remercie notamment Marc Dufumier et puis tous ses collègues. Donc moi, je fais partie de la diversité culturelle de ce colloque, hein, puisque j'appartiens à une agence qui n'est pas vraiment représentée là. C'est-à-dire que je suis chef d'entreprise. Je suis chef d'entreprise et la suite de mon exposé vous en témoignera, puisque je me suis intéressé à quelque chose de particulier. J'ai intitulé l'exposé... non. Oui, donc Marc Dufumier a fait... Je peux lire l'agriculture biologique, a fait cette présentation. petite chronique d'une divergence culturelle, éloge du courage et de la non-violence. J'y arrive, donc voilà. Petite chronique d'une divergence culturelle, un éloge du courage et de la non-violence. Alors, 3 mots, hein, enfin 4 mots, l'agriculture biologique, bon, ben là, pas de problème, tout le monde connaît. Donc, on était sur une problématique de diversité. Moi, je vais parler de divergence. Hein. Et puis, un éloge du courage et de la non-violence. Je vais expliquer pourquoi. Vous savez, je suis président de la Fondation Alpe Contrôle, mais je suis aussi président de l'entreprise Alpe Contrôle que j'ai créée. Et pour situer, qui compte 450, à peu près 450 salariés, et qui, aussi, pour que les choses soient claires, a une activité qui s'appelle la certification biologique, mais c'est une très petite activité, elle ne représente pas... Enfin, à peu près 1% du chiffre d'affaires. Hein. Par contre, on a voulu, et notamment avec la Fondation Alpe Contrôle, faire la promotion de l'agriculture biologique parce que j'ai été frappé comme chef d'entreprise justement par ces personnes, ces acteurs, ces opérateurs de l'agriculture biologique que j'ai découvert. Et quand j'ai découvert justement en écrivant ces ouvrages, enfin pas tout seul, avec des journalistes, et puis donc ces ouvrages sont composés à la fois de portraits, à peu près une quarantaine d'ouvrages par portrait, d'opérateurs du bio, producteurs, transformateurs, distributeurs, et puis des articles de fond sur lesquels on s'est inspiré des livres, notamment de Marc Dufumier, et puis tous ceux qui ont écrit sur l'agriculture. Comme chef d'entreprise, quand j'ai créé mon entreprise, je me suis toujours dit que je voulais faire une entreprise différente de celle que j'avais connue quand j'étais salarié. Et donc j'ai toujours recherché l'innovation sociale, l'innovation, enfin disons, avoir des comportements éthiques avec un cadre de valeurs fortes et qui, en tout cas pour moi, allait me différencier de l'économie classique, de l'entreprise classique. Et j'étais toujours à la recherche, pour un problème d'émulation, de chefs d'entreprise capables de m'aider justement à progresser et à remettre en question les pratiques, parce que c'est facile d'avoir toujours des pratiques classiques, hein, si on fait comme tout le monde, et puis ça va aller. Et puis bon, je dois dire que dans le milieu classique de chef d'entreprise, milieu industriel, milieu des services, j'en ai pas souvent trouvé. Et en revanche, ce qui m'a frappé quand j'ai côtoyé ces chefs d'entreprise, certes des petites exploitations, hein, mais quand même des entreprises, c'est effectivement cette éthique, ces valeurs, et puis ce courage. Et courage qui se traduit par les risques qu'ils prennent, et notamment le premier risque, c'est déjà le regard des autres. Alors, quand la divergence culturelle, évidemment, la divergence, c'est entre les agriculteurs biologiques et puis l'agriculture qu'on peut qualifier conventionnelle, l'agriculture productiviste ou l'agriculture agrochimique. Hein. Donc, pour moi, cette agriculture biologique, c'est vraiment une innovation de rupture, hein, comme on trouve dans l'industrie ou les services, comme on a eu avec un changement des pratiques, un changement de l'organisation, un changement par exemple les mines qui ont complètement changé, enfin le charbon qui a été remplacé, les communications qui ont été modifiées, qui ont introduit donc des innovations de rupture et qu'on vit encore régulièrement tous les jours. Alors, ce qui fait que effectivement, pour moi, c'est pas une agriculture de type régressif, hein, mais revenir à l'ancien temps, mais c'est vraiment une innovation de rupture. Et en revanche,
l'agriculture agrochimique. Alors je me suis posé la question, donc, après je me suis dit que j'aurais dû enlever un secteur sur le déclin, mais finalement quand j'ai revu l'affiche qui annonce pour le 22 novembre, donc le bio à 100%, une question de temps, je me suis dit que bon, il y avait ici aussi des gens qui seraient d'accord avec moi, et finalement bon, c'est un déclin. Pourquoi? Parce que bon, une entreprise, un secteur qui empoisonne ses consommateurs, enfin un secteur industriel qui empoisonne ses consommateurs, qui détruit la nature, ne peut pas être pérenne, c'est pas possible. Alors qui détruit, qui rend l'eau impropre à la consommation, ça, je passe sur tous ces trucs-là. Par contre, ça risque d'être long, c'est pour ça que c'est peut-être pas pour demain encore, ça risque d'être long. J'espère que ça ne sera pas trop parce que l'humanité sera détruite avant, mais un pouvoir d'influence considérable, qui est favorisé par une perte d'influence du politique. Et la perte d'une vertu essentielle, le courage. Donc je reviens à cette notion de courage aussi. Donc l'agriculture industrielle, donc une révolution inéluctable qui doit se faire, un modèle agricole qui est rejeté par la population avec un symbole de Roundup dont on discute actuellement avec le glyphosate. Alors moi j'ai rencontré effectivement des agriculteurs, des opérateurs bio qui ont pris des risques, qui ont été ostracisés par la profession, ignorés ou harcelés par une administration et des pouvoirs publics sous l'influence des lobbies de l'industrie agrochimique, mais qui ont résisté. Et qui continuent à résister malgré les pressions et les harcèlements qui perdurent. Et ces opérateurs, ils innovent, ils inventent, ils redécouvrent des techniques anciennes, ils préservent, sauvegardent des trésors que sont les espèces végétales primitives, les races d'animaux. Ils font renaître d'anciens terroirs, des scènes, des habitats et des paysages qui avaient disparu. Alors donc je voudrais célébrer leur courage, c'est vrai. Qu'est-ce que le courage? Je ne vais pas rentrer dans une discussion philosophique, mais je reprendrai donc les termes de... D'abord, c'est pas un courage physique, évidemment, puisque le courage physique il peut appartenir autant au salaud qu'à l'honnête homme, comme le dit Comte Sponville, ni évidemment l'art de retravail. Donc le courage, il suppose une forme de désintéressement, d'altruisme ou de générosité. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est la capacité à l'affronter, à la maîtriser, à la surmonter. Le courage n'est pas un savoir mais une décision, pas une opinion mais un acte, c'est pourquoi la raison n'y suffit pas. Et c'est parce que la raison n'y suffit pas, parce que la vérité n'y suffit pas, qu'il faut encore surmonter en soi tout ce qui tremble ou résiste, tout ce qui préférait une illusion rassurante ou un mensonge confortable. Et c'est vrai qu'il en faut du courage pour continuer malgré l'opprobre, pour supporter malgré le regard hostile, pour persévérer malgré les difficultés. Alors risquer l'opprobre de la profession, donc je disais, pour un chef d'entreprise, faire comme les autres, comme la majorité, ça rassure, c'est s'exposer, faire autrement, donc c'est s'exposer à la critique, peut-être à l'échec et aussi aux railleries. Alors j'ai un certain nombre de témoignages qu'on a accumulés avec ces portraits dans ce vagabondage qu'on a fait à travers une partie de la France, où les gens, sans se plaindre, sans se lamenter, de ces gens qu'on a rencontrés, ils ont pour certains témoigné. Donc il y en a qui nous disent entrer dans le bio, c'est se marginaliser. Il y en a une vigneronne dans le Beaujolais qui nous dit « Le héros, c'est notre père. Il a dû supporter les réflexions, les doutes. » Pour mon grand-père, donc parce que le problème, l'opprobre, il se passe également en famille. Pour mon grand-père, une belle vigne, c'était sans herbe. Ça, c'est tout ce concept de saleté, de sale, dont parlait également Marc Dufumier tout à l'heure, et qui est important. Et à la jaune, papa est passé en bio et nous, on était à l'école, alors je ne sais pas si c'était ici, à AgroParisTech, et on nous apprenait la chimie. Voilà. Un autre qui dit, la chambre d'agriculture, alors peu importe le département, nous appelait les Indiens. Et moi aussi, j'ai rencontré des gens, il y a des vignerons qui font un très bon vin et qui m'a dit, on m'appelle l'Indien. Dans le Beaufort, il y en a qu'on appelle, on ne sait pas le compter, c'est le Beaufort, en Savoie, qu'on appelle les Pink Floyd du Beaufort, parce qu'ils se font du mouton, au lieu d'élever des vaches, mais bon, on ne peut pas manger que du Beaufort sans arrêt, donc ils élèvent des moutons, et puis ils ont peut-être une petite queue de cheval pour un, mais enfin c'est des gens qui sortent d'une école aussi d'agriculture, et qui font du très très bon boulot.
Stéphane Cauzon, qui est cofondateur d'Agribiodrome, une association de producteurs bio. On est des pionniers, mais avant, il y a eu des éclaireurs qui se sont organisés dans un contexte hostile, voire difficile, pour avoir un autre rapport aux animaux et aux humains. Bon, je passe parce que sinon il y en a trop. Si Jean Vachou, au Savoyard, qui dit « Moi aussi j'ai été forcé par la jeunesse agricole chrétienne à penser d'une certaine façon. La méthode prônée était voir, juger, agir, mais les gens qui voyaient trop clair, on les foutait dehors. » Je passe, donc j'avais mis les témoignages, voilà, hop. Ok, donc ensuite, donc une rupture, donc cette divergence culturelle, j'y reviens, une rupture donc avec les pratiques conventionnelles ou l'agriculture chimique. Parce que là, effectivement, là aussi, alors, comme chef d'entreprise aussi ça m'interpelle, le respect de l'environnement considéré non pas comme un coût, mais comme un avantage, et puis le rejet de la chimie. Alors là, tout près du comté aussi, là, un vigneron dans l'Ain qui nous disait, dans le Cerdon, qui nous disait, donc il s'installe et puis après les deux premières saisons, il suit les conseils de ses voisins pour la vigne, parce qu'il découvrait un peu. Il dit, je ne pensais pas qu'on travaillait la vigne comme ça. Ça m'a déplu, traumatisé, tous ces produits chimiques, j'avais l'impression d'étouffer, de mourir. En élevage donc aussi, les ruptures. Alors concerne, bon là aussi c'est une éleveuse qui nous dit en bio on ne soigne pas les vaches, on leur construit une santé. C'est une approche qui est complètement différente. Donc très rapidement, je ne peux pas revenir dessus, là, on voit des tarines. Le refus de l'élevage concentrationnaire, évidemment, c'est dans les soins aux animaux, on utilise l'aromathérapie, la phytothérapie, les antibiotiques, évidemment, il n'est pas question de les donner à titre préventif. L'alimentation des animaux, on essaie de leur donner ce qui pousse sur la ferme, et on n'utilise pas du soja transgénique ou autre, qui viennent justement du Brésil, d'Argentine, des États-Unis. La taille du troupeau qui change également, et puis l'interférence dans les relations animales, le respect des périodes de mise bas, donc l'élevage le plus extensif possible, renouvellement du cheptel par reproduction des animaux de la ferme, pas de transport pour l'engraissement, et aussi une divergence sur la notion de race. Donc là, je vous ai mis, par exemple, une race qui est bien de chez nous. Là, c'est la Tône et Marteau. Vous voyez la fierté de ces animaux, mais ils sont adaptés comme les chamois. Ils ont une attitude de chameau un peu adaptée à la montagne, comme la Tarine pour faire la Tôme en Savoie, ou la Montbéliarde, qui est adaptée à son biotope. Voilà, en arboriculture, alors là c'est très difficile pour les arboriculteurs. Là aussi, il faut vraiment du courage. Donc évidemment, il faut oublier les 30 à 40 traitements par exemple pour les pommes, sans compter sur les traitements d'après-récolte. Alors là aussi, j'ai des témoignages d'un arboriculteur qui a compris que finalement, pour passer en bio, effectivement, et pas avoir trop de problèmes, il fallait changer tout le verger, tout en restant pertinent économiquement. Un autre qui dit qu'il y a l'arboriculteur dans la Loire, c'est de la conversion, c'était très compliqué, on a eu de gros problèmes financiers, les attaques de pucerons, de la carpocaps, qui ont mis en péril l'exploitation, etc. Donc là, les arboriculteurs, vraiment, ils prennent des risques maximum dans le cadre des conversions. Et alors la vigne, donc là, le secteur viticole, là, c'est le plus gros consommateur de pesticides. Pour 3% de la surface agricole utilisée, en France, c'est 20% de la consommation de pesticides. Donc l'enjeu, effectivement, c'est de la vigne au cellier, faire reculer la chimie. Et grâce à ça, effectivement, l'enjeu de la bio va au-delà de la qualité des produits. La bio, c'est bon pour tout le monde, même pour ceux qui n'en mangent pas. Et puis, je passe sur la biodynamie, qui est une approche culturelle aussi complètement différente, donc avec de l'ésotérisme sans doute, mais des choses aussi bien pratiques. Et puis il y en a quand même qui se sont rendus compte que ça marchait, quoi. Il y a quand même des travaux qui ont été faits, notamment Maria Thun, qui a travaillé sur ce problème-là. Alors, dans la vigne aussi, donc une autre approche
culturale et culturelle, hein. C'est l'utilisation des levures naturelles. Les levures, elles sont sur le grain de raisin, hein. On n'a pas besoin de rajouter des levures artificielles ou OGM d'ailleurs. C'est tout seul. Les sulfites, c'est pareil. Le soufre, le soufre, il est naturellement contenu les sulfites dans le raisin, hein. C'est que la nature est bien faite. Elle a même pensé à faire du vin, quoi, et à le conserver, puisque c'est fait pour être conservé. Et puis c'est d'accepter également des rendements très inférieurs, des vendanges qui sont faites très souvent, en bio à la main plutôt qu'à la machine, hein, parce que évidemment quand on voit le travail d'une machine qui travaille comme 50 vendangeurs, mais on comprend qu'elle arrache tout, quoi, hein, et même dans les anneaux des attaques de mildiou, on prend de pourriture, où on a la pourriture grise, on ramasse tout ça, quoi. Alors après il faut trier, et on ne fait pas le tri comme il faut, alors que le vendangeur il trie ces grappes, des grappes qui sont bonnes. Donc évidemment on ne va pas mettre les mêmes doses de sulfite derrière pour conserver le vin. Voilà, bon, je passe sur les autres. Il me reste combien de temps 3 minutes. 3 minutes. Bon, en céréales, c'est très compliqué également. Désherbage, c'est là aussi un témoignage. C'est l'approche du désherbage mécanique, c'est compliqué. Le regard des autres, je reviens, ils travaillent salement, c'est pesant. Ce n'est pas facile de franchir le pas et de se dire s'il reste de l'herbe, ce n'est pas foutu. Bon, je passe sur le maraîchage, ok. Sur la restauration aussi. À la distribution, pour citer quand même un cas quand même assez emblématique aussi, celui de botanique. Alors là, pour le coup, c'est un chef d'entreprise que je côtoie d'ailleurs, que j'ai côtoyé longtemps dans un club de chefs d'entreprise. Et là, donc, là aussi, un risque fou, quoi, un pari fou qui est fait, c'est de dire non, on ne peut plus continuer comme ça, à mettre des produits chimiques sur nos présentoirs. Donc, en 2008, ils suppriment ils arrêtent la vente de pesticides, avec une perte consécutive de chiffre d'affaires de 25%. Quoi. Il n'y a pas faut trouver un chef d'entreprise qui accepte, pour des raisons éthiques, de perdre 25% de chiffre d'affaires, c'est pas évident. Ça existe en bio. Alors aussi une philosophie du partage, hein, une philosophie du partage qui est symbolisée par les AMAP, avec les AMAP, vous savez, c'est des paniers là, hein, donc symbolisés par des circuits courts, par un partage des risques entre le maraîcher et puis les abonnés, hein, qui vont s'engagent à payer la récolte, même si elle est pas bonne. Un travail qui est aussi effectué en commun pour ceux qui peuvent, et puis donc une grande transparence dans les coûts. Une philosophie du partage aussi, avec des échanges dans des associations locales de producteurs qui sont très très actives, qu'on aide, nous, dans le cadre de la Fondation Alpes Contrôle, une mobilisation des savoir-faire paysans. Donc là, j'ai indiqué le guide d'autoconstruction. Là, c'est toute l'ingéniosité des agriculteurs qui est mise à la disposition des autres, hein, et dans la fabrication des outils, la fabrication à la ferme de leurs propres outils, pour éviter d'être dépendants des grands fabricants de matériel. C'est des engagements personnels au service du collectif. Bon, effectivement, c'est tous ces gens qui s'engagent contre des traitements qui leur paraissent délirants, qui s'insurgent effectivement également je cite Eric Petiot là, qui a écrit Purin d'Orpiti et compagnie. Voilà, c'est tout le problème des substances naturelles qui sont interdites par l'administration, et c'est des gens qui sont harcelés parce qu'ils utilisent des produits qui sont non toxiques. Je suis désolé. Hein. Aussi quelque chose de fondamental, dans un refus de la servitude volontaire. Donc j'emprunte ce terme à la Boétie, hein, qui avec le discours de la servitude volontaire, voilà, ils refusent d'être inféodés à l'agrochimie, aux intermédiaires à grande distribution, aux coopératives, à des donneurs d'ordre en acceptant un statut de travailleur à façon, ou aux techniciens de l'agrochimie qui leur disent comment ils doivent mener leurs bêtes, comment ils doivent mener leur culture, et puis aux firmes semencières. C'est un refus également du mythe de la nécessaire compétition à outrance entre les hommes et entre les entreprises pour leur survie. C'est un refus de la recherche systématique de prix bas,
hein. Et puis, c'est des soins au sol. Ben, on ne privilégie pas forcément ce qui est le plus rentable. C'est des soins au sol et aux plantes qui sont préférés aux insecticides. C'est des unités de production qui sont plus petites. Je passe. Donc c'est effectivement l'agriculture biologique, on le voit de plus en plus, qui est plébiscitée par les consommateurs. On a un rejet de la spécialisation également, et puis une recherche de l'affranchissement par rapport aux intermédiaires. On privilégie la vente directe, on simplifie les échanges entre producteurs, et nous, dans la Fondation, on aide justement, par exemple, à trouver un accord entre les producteurs de céréales de la Drôme et puis les éleveurs de l'Ardèche. Une rupture philosophique et civilisationnelle, hein. On ose penser par soi-même, on ose penser avec les autres dans des groupes locaux, on ose résister par soi-même en groupe. On refuse la société technicienne, il y a une prise de conscience de la reconnaissance, de la méconnaissance de la nature, hein, qu'il faut découvrir, comprendre. C'est une remise en question de l'anthropocentrisme, je me suis trompé, un refus de mettre en jeu les intérêts majeurs des autres, et notamment leur santé, hein, et une remise en question des grands mythes des 19e et 20e siècles, le progrès, la croissance, etc. Et puis, une autre partie sur laquelle je terminerai, c'est la non-violence. La non-violence, moi je travaille là-dessus dans le cadre de mon entreprise pour faire une entreprise de l'économie non-violente. C'est un concept qui n'existe pas, que je ne sais pas si je l'ai inventé, mais en tout cas qui me tient à cœur. Alors la non-violence dans une entreprise, c'est le partage du pouvoir, c'est la participation des salariés aux prises de décision, c'est l'égalité homme-femme, c'est éviter que les collaborateurs soient placés dans des situations à risque, c'est le respect du client, le respect des partenaires, c'est l'attention de chacun à chacun, etc., etc. Il faudrait que je développe ça beaucoup plus longtemps. Donc là pour les producteurs bio, c'est la coopération avec la nature au lieu d'une logique guerrière. Donc dans la non-violence par rapport au sol, à l'environnement naturel, avec le respect de la vie du sol, la recherche d'auxiliaires, au lieu de combattre les ennemis, hein, prononce ce terme-là entre guillemets, hein, les ravageurs, disons, voilà, on essaie de se trouver des auxiliaires pour les combattre, justement. Hein. Ce sont des exploitations à taille humaine, en gardant des petites parcelles avec des haies. C'est une alimentation avec des céréales produites sur la ferme, c'est une rotation des cultures, une couverture du sol, hein, et puis peu ou pas de produits chimiques ou produits. C'est une non-violence par rapport aux plantes, pas d'agression chimique des plantes. C'est une non-violence par rapport à l'ordre naturel, on n'utilise pas des OGM. C'est le respect de la santé des consommateurs, évidemment, c'est fondamental. Pas de pollution chimique ou biologique de l'eau des rivières, des sources phréatiques, pas de pulvérisation, pas de pollution de l'air, par pulvérisation ou épandage aérien, pas de rajout de conservateurs chimiques dans les aliments conservés, et des préoccupations sur le bien-être animal, mais là aussi, ça ferait partie d'un autre colloque. Voilà. Excusez-moi donc pour être passé rapidement, mais le sujet est vaste et je vous remercie pour votre écoute.